En maternelle, les filles sont aussi fortes que les garçons en maths, alors qu'au CP, il y a déjà un retrait des filles. On va d'abord peut-être, Florence Biot, vous avez assisté depuis ce matin à ces premières assises, deuxième journée, beaucoup d'échanges, beaucoup de témoignages. Votre premier regard peut-être sur ce que vous avez entendu? Les métiers ne sont peut-être pas genrés, mais l'orientation est genrée. On a des études au ministère, puisque je suis à l'éducation nationale, au ministère, dans une direction qui s'appelle la direction du numérique pour l'éducation. Donc on fait beaucoup d'études pour savoir d'où viennent les choix, enfin comment se font les choix d'orientation, ce qu'il faut mettre en place comme mesure pour rendre les filières plus attractives. Et donc parmi les études que l'on mène avec l'ADEP, notre direction de l'évaluation, on voit que 60% en fait, des orientations qui se font sur des critères de genre. Donc 60%, c'est énorme. Donc il faut qu'on arrive à corriger. C'est pas facile de diriger l'orientation. D'ailleurs, est-ce qu'on y réussira forcément? Non, je ne crois pas qu'on dirige l'orientation. En revanche, on change l'enseignement. Alors, comment peut-on changer l'enseignement? C'est tout l'enjeu de la politique ministérielle que nous menons. Alors, pour changer l'enseignement, d'abord, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Par exemple, en maternelle et à l'école primaire, on met en place toute une formation autour de la science avec de l'informatique débranchée, puisqu'il ne s'agit pas de mettre des écrans devant des enfants trop jeunes. On sait que l'apprentissage qui passe par la médiatisation de l'écran ne fonctionne pas dans toutes les disciplines, ne fonctionne pas dans toutes les activités, peut même faire régresser l'apprentissage à un niveau des élèves. Mais l'informatique débranchée, c'est très bien. Il y a plein de petits objets, des cartes programmables, des petits robots que l'on peut mettre dans les mains des élèves le plus tôt possible. Et justement, à la maternelle, il n'y a pas ces biais. J'entendais tout à l'heure Dipti Chanders qui disait que les biais n'existaient pas au moins entre 8 et 12 ans, et la rectrice qui disait au contraire, parce que nos études le montrent, que les biais existent dès le CP en réalité. En maternelle, les filles sont aussi fortes que les garçons en maths, alors qu'au CP, il y a déjà un retrait des filles. Donc ça commence très tôt, dès l'école maternelle. Donc voilà, l'informatique débranchée à l'école primaire et à l'école maternelle. On fait en sorte aussi d'acculturer les élèves aux compétences numériques. On a mis en place un cadre de référence des compétences numériques sur lesquelles on valide les compétences. Alors, à certains moments obligatoires de la scolarité, vos enfants ont dû connaître ça, ou vous-même vous avez connu ça, en troisième, on a une certification des compétences sur une plateforme qui s'appelle PIX. D'ailleurs, PIX est ouvert à tout citoyen qui veut développer ses compétences. Ça n'est pas l'apanage de l'éducation, mais bon, c'est nous qui l'avons en tout cas construite, cette plateforme. Et nous y certifions maintenant les élèves. Donc, en troisième, en terminale, ce sont 2 passages obligés. Et puis, à partir de la rentrée scolaire, on fera aussi une attestation de compétences numériques en 6e. Pourquoi la 6e? Pour la même raison que je vous dis, qu'il faut remonter très en amont, le plus en amont possible, et en particulier parce que dès l'âge de 10 ans, en fait, dès que les élèves passent au collège, les parents fournissent des smartphones aux enfants. Alors pour des questions de sécurité, s'il y a des déplacements, pour des questions de lien, pour toutes sortes de raisons, parce que les enfants le demandent aussi. Mais néanmoins, on se trouve à former maintenant des élèves qui, à partir de 10 ans, ont un smartphone, donc un ordinateur dans les mains, et ont aussi la capacité à aller sur les réseaux sociaux pour s'informer, pour interagir. Et ils le font de façon, les enfants le font de façon très majoritaire et massive, ce qui est quand même une très grande nouveauté. Et il faut absolument que cette éducation se fasse dès l'école élémentaire pour qu'à l'entrée au collège, c'est pour ça qu'on met en place cette attestation en 6e, il y ait les compétences de base pour ne pas se faire harceler. Donc, se faire harceler, c'est aussi avoir en face de soi un harceleur. Il
faut acculturer les enfants qui ne deviennent pas des harceleurs sur les réseaux sociaux, donc aussi des enfants qui protègent leurs données personnelles, des enfants qui sachent quelle est la réglementation, des parents aussi, hein, qui sachent qu'on ne peut pas créer de compte sur les réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans, qu'il y a quand même une majorité, un âge à respecter. Voilà, il y a des règles partout et il faut les faire respecter, y compris sur les réseaux sociaux. Alors, on développe les compétences des élèves, on crée les cadres et les référentiels qui permettent de certifier ces compétences. Et puis, maintenant, on commence à investir le champ des professeurs. Alors, on me dirait, c'est tard, mais oui, c'est difficile à mettre en place. Un référentiel des compétences numériques métiers hein, des professeurs. Cette fois-ci, il existe. On s'appuie sur les référentiels européens. Et on met en place une certification des compétences des professeurs, avec PICS également. À l'entrée dans le métier, donc dans les INSPE, les écoles qui forment au professorat, hein, ce sera obligatoire là, maintenant, à partir de maintenant. Et puis en cours de carrière, on incite, là il n'y a pas d'obligation, mais on va de plus en plus inciter déjà les experts, un certain nombre d'experts qui travaillent dans l'éducation, des inspecteurs, des chefs d'établissement, des professeurs, à se certifier progressivement. Et on fait en sorte, on a un objectif de 80% des enseignants inscrits dans un parcours de développement professionnel. Donc ce n'est pas forcément de la certification, alors c'est une volonté d'aller sur PICS et de commencer à se définir un profil, de voir où on en est, et puis progressivement de s'acculturer avec, bien sûr, de la formation en regard. Alors là, c'est pour les compétences des élèves et des profs, parce que comment peut-on attirer les filles vers ces carrières, vers ces métiers, si les professeurs eux-mêmes n'ont pas les compétences, l'aisance avec les outils, s'ils ne connaissent pas non plus les métiers. Oui. Donc là, il faut commencer par les professeurs. Il y a un gros travail de l'ONICEP, c'est un acteur qui n'a pas été cité dans cette journée, hein, mais l'ONICEP travaille vraiment sur la connaissance des métiers. Il y a toute une base disponible pour les enseignants et les élèves. Hein. Les étudiants, 63 métiers référencés sur le site de l'ONICEP. Hein. Quand on fait son Parcoursup, on a accès à cette base, bien sûr. Donc tous les métiers sont référencés. Il y a beaucoup d'interviews de femmes hein, qui illustrent aussi ces métiers. Donc je pense que ce sera intéressant aussi d'avoir cet acteur au centre des discussions, hein, un acteur fondamental. Puis former 400 000, 500 ou 500 000, entre 400 et 500 000 experts de plus d'ici 2027, hein, c'est l'objectif gouvernemental. Ça passe par tout ce que je viens de dire, le développement des compétences, mais ça passe aussi par le développement des filières. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans? Je ne vais pas remonter avant, hein, mais depuis 3 ans, on a créé cet enseignement dont on n'a pas parlé encore, commun pour tous les lycéens en seconde, qui s'appelle SNT, Sciences numériques et technologiques. Donc c'est un enseignement obligatoire pour tous les élèves de seconde. Hein. Ça permet quand même pour tous ceux qui s'orientent oui. vers des carrières d'avoir une première formation, hein, de connaître les choses, ne pas dire comme certains intervenants l'ont dit, nous on ne savait pas ce qu'on pouvait faire. Normalement, à partir de la seconde, on donne cette information et les premières compétences en numérique pour former les experts. Et puis la NSI, donc la spécialité en première et en terminale. Alors, la rectrice disait qu'il y avait seulement 20% de filles. Bon, d'année en année, on a augmenté ce pourcentage et on a un objectif de doublement d'ici 2027. Donc voilà, on aura, j'espère, 40% de filles dans cette spécialité. On a créé aussi une CPGE, là, une classe préparatoire, MP2I, hein, maths, physique, informatique, ingénierie. Donc il faut vraiment qu'on crée toutes les filières. Je parle des filières, là je parle des filières d'excellence, mais on a aussi rénové la voie professionnelle parce qu'on a besoin de techniciens, hein, de bac pro dans le domaine du numérique, et on a un beau bac pro qui s'appelle Ciel. Il a
un beau nom, cybersécurité informatique électronique. Hein. Donc je vois qu'il y a déjà plein d'élèves qui s'inscrivent à ce bac pro. Donc c'est important qu'on puisse ouvrir des places. Il faut maintenant y attirer des élèves, parce que le ministre citait aussi le dispositif France 2030. Tout le monde sait que l'État investit massivement dans la réindustrialisation de la France, 54 milliards d'ici 2030, et pour la formation 2,5 milliards, ça n'est pas rien. D'ailleurs, tous les territoires en bénéficient aujourd'hui pour créer ces formations, des campus des métiers et qualifications. Donc il y a énormément de possibilités financières. Donc on sait qu'on va créer les 400 000 places. On les a déjà comptabilisées. On sait qu'on va le faire d'ici 2027. Mais va-t-on avoir le vivier qui va candidater dans ces filières, alors qu'aujourd'hui même, alors que on a un nombre beaucoup plus réduit de places, on n'a pas la possibilité de remplir ces formations. Voilà, donc la question de l'attractivité est absolument fondamentale et c'est là-dessus qu'on doit faire le plus d'efforts. J'espère qu'on aura participé à inciter ce matin des candidates à rejoindre ces filières. La journée d'hier, je crois, Sabrina a été très porteuse. Les élèves sont venus, participent à ces ateliers de codage, rencontrent des professionnels, ont aussi une information sur les métiers. Donc, j'ai fait une journée comme ça il y a 15 jours à Paris là, avec l'entreprise OnePoint et puis le rectorat de Paris, et on interrogeait les élèves sur ce qu'il faudrait changer pour qu'il y ait plus de visibilité des métiers. Et les élèves ont répondu, premièrement, plus de femmes dans la communication, dans les médias. On en parlait tout à l'heure. Les élèves ont commencé par répondre ça, plus de femmes dans les médias. Ensuite, ils ont répondu si on a envie, être accompagné, donc avoir un accompagnement individuel. C'est donc ce que le ministre a présenté dans les 10 000 femmes de la tech accompagnées. J'attire l'attention sur le fait qu'il faut travailler sur le bac+3, mais bac-3. Sinon, si on les prend après le bac, aujourd'hui, dans notre système, ça ne sera que de la reconversion ou un peu d'aide pour celles qui sont déjà en fait acculturées. Mais le bac-3, c'est ce que je présentais à partir de la classe de seconde, voire même à partir de la troisième quand on fait les stages professionnels. Le bac-3, c'est vraiment aller chercher les filles en troisième, en seconde, et les inciter à aller vers ces filières dont je vous disais qu'aujourd'hui, elles existent, elles sont référencées, elles fonctionnent. On a besoin d'y attirer des filles. Donc, accompagner individuellement. Et puis, les élèves ont beaucoup parlé aussi de leur manque de connaissance absolue des métiers. Ça, tous massivement. Donc, j'en appelle à la compétence des collectivités qui font de la formation au métier, aux entreprises qui, comme aujourd'hui, vous l'avez montré, peuvent aussi participer aux demi-journées à venir qu'on met en place dans les collèges, de la 5e à la 3e. Donc ces demi-journées à venir vont permettre aux entreprises de se mobiliser et d'aller dans les établissements. Parrainer des classes, tu le disais Sabrina, peut-être aussi parrainer des kits de déploiement. Une entreprise peut avoir, avec l'entreprise parisienne l'entreprise mondiale que je citais, mais qui faisait un événement à Paris, elle parraine un kit, elle a monté un kit avec des associations, un peu comme tu faisais hier, mais donc l'entreprise ne parraine pas forcément une classe, mais un kit de déploiement, ce qui est beaucoup et au niveau de l'ensemble du territoire. Ça lui demande beaucoup plus de moyens d'investissement, mais c'est comme ça aussi que les choses vont changer en réalité, que la politique de l'entreprise à l'interne va se modifier et qu'on aura un impact sur l'éducation nationale. Donc les élèves sont en fait très clairvoyants et ils ont fini par dire il faut former nos enseignants qui étaient dans la salle et qui sont pourtant les plus avancés. Ils sont vraiment très clairvoyants dans les mesures qu'il faut mettre en place. Donc nous, on les écoute et puis on en tire les conséquences et on met en place les dispositifs qui conviennent et surtout les financements. Vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a des financements. Donc il faut les activer, s'organiser pour participer à la réindustrialisation de la France et investir dans ces compétences dont on a tant besoin.
Merci beaucoup, Florence Biot. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à rejoindre votre siège. On va donner la parole pour 2 petites minutes de conclusion au président de la mêlée, Édouard Forcy, qui va me rejoindre, puisqu'on a démarré avec vous. Je vais vous demander en quelques mots ce que vous en avez retenu de cette matinée. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Il y a peut-être 1 ou 2 mots, 1 ou 2 idées qui enthousiasmantes, évidemment, parce qu'elles étaient toutes enthousiasmantes, énergiques, qui peuvent être utiles. Ce que j'en ai retenu, déjà que c'est une première en région, c'est important. Il y a un mouvement qui se met en place, une mobilisation. C'est grâce à vraiment de nombreux partenaires, et je les remercie encore, qui motivent et qui jouent le jeu directement. Donc cette mobilisation, je pense qu'il faut qu'on la poursuive, qu'on l'amplifie. Il y a eu des annonces faites aujourd'hui par le ministre et je crois qu'on était tous satisfaits de ces avancées, y compris Henri, la Fondation. Alors il est dans la salle à côté en visio, mais il nous rejoint. Voilà, c'est poursuivre la mobilisation. C'est une étape. On a vu qu'il y avait un engagement vraiment des jeunes et des moins jeunes. Il faudrait que les pouvoirs publics accompagne encore plus ce mouvement. Et puis, il y a, comme on le disait tout à l'heure, si on parle d'Occitanie, c'est un très grand territoire. Il y a des milliers, des centaines de milliers, je n'ai pas du tout les chiffres, de personnes à accompagner. Donc il faut vraiment le faire de manière collective. Donc on va poursuivre, on sera au rendez-vous. Voilà, et donc c'est l'inspiration qui a été donnée par les témoignages dans cette matinée. Hier aussi, il y a plein d'associations qui œuvrent sur le sujet et qui sont sur le territoire. Il y a eu 200, on parlait de 200 ateliers tout à l'heure. Voilà, il faut amplifier tout ça et puis bon, remercier pour cette étape aujourd'hui, remercier Olivier Biscay parce que merci, on peut l'applaudir pour cette animation et votre soutien et puis toutes les équipes qui ont travaillé, les partenaires, la métropole de Montpellier, dès hier. On peut remercier la régie qui a sué, je crois, ce matin.